l'environnement qui le porte, le MSA, mouvement de soutien aux actions de Awa Dombelo. Donc il est venu vraiment pour vous dire d'abord merci et ensemble voir la Côte d'Ivoire comme nous la voulons. Il est porteur d'un grand message, on va l'écouter et après on parlera vraiment de notre pays. Donc son Excellence, ton peuple est là. Bien, je tiens à remercier les uns et les autres. Je crois qu'avant de commencer, il faut que chacun se présente. Absolument. Pour qu'on puisse au moins mettre des noms sur le visage pour permettre une fluidité en matière d'échange. Donc voilà, chacun va se lever, venir serrer la main du champion. Voilà. Donc c'est M. Niali de Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, voilà. Camille Niali. C'est un Argentin. Bravo, ouais. Voilà. C'est Françoise Coutois. Bravo. Françoise Coutois, elle est dans le digital. Dans le digital, la communication numérique. Voilà. Approchez-vous. C'est notre président. Oh, c'est pas À moi. Ben oui. Bon, Edwige Guy. Allez-y, ça m'est déjà. C'est bon? Oui, c'est bon. Moi, c'est Marie Adou. Marie Adou. Il y a longtemps. Ma soeur a travaillé au Bénet. Guette Indré Philomène. Ah, d'accord. J'aime bien. Bonjour, c'est Petit Sadibou, journaliste reporter. Voilà. On s'était déjà vu au mois de mai, on se retrouve et félicitations. Tibet, c'est de notre voix. Ah, journaliste. C'est bien. Qui prête? Je pense que je vous ai parlé là. Oui. Qui est dans le nucléaire. Ah, d'accord. Ah oui, mais ça. Voilà, les Ivoiriens. Oui. Dont on a besoin. Il est dans le nucléaire. Son nom, attends, je passe, c'est lui. Colline, viens dire au président, viens dire bonjour au président de la Côte d'Ivoire. Bonjour Président, Négré Banissi, monsieur le secrétaire général adjoint de MSA, technicien du bâtiment. Ah, d'accord. Un collègue. Voilà, c'est Colline. Colline. C'est Ignaoui. Bon, donc, présentation faite. Bon, moi je suis Krabbe, je suis résident à Londres. Enfin, jusqu'à il y a 2 semaines, j'étais membre de la représentation. Mais compte tenu de la situation, vous savez, comme je suis pro la présidente, j'ai été invité, je suis membre de son cabinet. Ben, moi c'est Didi Claudel. J'espère que tout le monde le connaît. Je suis son conseiller. Voilà. Et contrôleur au PPACI. Contrôleur élu. Voilà. On ne peut pas te chasser. On ne peut pas le démettre. Moi, c'est Adou Clément. Voilà, c'est le vice-président. Je suis le vice-président chargé de l'administration des MSA. Voilà, les fondateurs de MSA. Voilà. Et moi, c'est Paul Moussa Michel Mognon, président de MSA. Et donc, comme je disais, le parti s'est mis en rang de bataille pour que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Et telle a été la volonté de la Convention qui l'a désigné comme le candidat. Mais bien avant cette Convention, j'avais soulevé le fait qu'il y a des risques importants
que nous pouvons rencontrer pendant ce combat-là, c'est que le régime soit sourd à nos revendications. Donc il était important de prévoir cette situation. Est-ce que si la situation se présente, on boycotte les élections ou bien on soutient une autre candidature qui puisse nous permettre de ne pas être absent des élections, parce que notre absence prolongée à toutes les élections nous a coûté beaucoup trop cher. Il y a beaucoup de nos camarades qui ne sont pas sur la liste électorale à cause de boycott. Puis même ceux qui sont sur la liste électorale ne sont plus intéressés par aller voter. Donc on a des taux de participation qui sont très faibles dans les zones qui nous sont favorables. Donc il faut qu'on réveille nos militants, il faut qu'on les mette en rang de bataille en évitant la politique de la chaise militaire. Et bien après ce débat, eh bien, le consensus a été obtenu pour qu'on puisse se battre jusqu'à ce que la liste définitive sorte. Et le 4 juin 2025, la liste définitive est sortie. Malheureusement, notre combat n'a pas abouti. Donc il y avait évidemment un dialogue politique qui pouvait intervenir entre-temps. J'ai dit, bon, ben, la liste définitive étant sortie, connaissant la nature du régime, et compte tenu du fait que les parrainages doivent démarrer, il faut qu'on prévoie des candidatures de précaution. Donc j'avais proposé qu'il y ait 3 candidats de précaution pour que ceux qui vont traverser le filtre du Conseil constitutionnel, eh bien la Convention puisse choisir un d'eux pour ne pas qu'on soit encore absent aux élections. Parce que depuis que ce régime est là, chaque fois qu'on est parti aux élections, on les a battus. Mais chaque fois qu'on est allé sur le terrain de l'affrontement, ils ont toujours vaincu. Même quand on était au pouvoir, ils nous ont vaincus. Donc, ce n'est pas quand on n'est plus au pouvoir qu'on va espérer quelque chose dans une logique d'affrontement, même si c'est nécessaire pour que les gens s'expriment, pour que les gens expriment leur ras-le-bol et qu'on puisse utiliser les leviers de la démocratie comme un moyen d'expression. Mais quand on a en face le régime qu'on connaît, c'est que c'est un peu difficile de le contraindre au dialogue. Et donc, pour cette raison, eh bien, j'ai soumis une note de proposition de stratégie et de tactique au président. Bon, malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore pu réellement discuter. Parce qu'il y a eu des intermédiaires. Évidemment, dans tous les partis politiques, il y a des guerres de clans. Parce que, évidemment, la question de la succession, ce n'est pas une question simple. Chacun veut être le successeur de Gbagbo, ce qui est légitime. Et donc, les guerres de clans et de positionnement sont telles qu'il y a eu barrage jusque-là à cette discussion-là. Et donc, moi, j'ai décidé de poser ma candidature pour ne pas qu'on puisse arriver à une situation où il n'y a pas de candidat du tout. Voilà comment j'ai pris cette décision, cette haute responsabilité de poser ma candidature et d'assumer les conséquences de cette candidature-là pour que, au moins, quand la liste définitive va sortir, si Gbagbo est candidat, nous tous on le soutient. S'il n'est pas candidat, mais au moins on n'est pas absent. Et donc, ça sera aux Ivoiriens de savoir s'il faut voter pour quelqu'un qui peut apporter l'alternance et en même temps un espoir en matière de développement, ou s'il faut tout simplement attendre encore 5 ans, en espérant que le régime qui est en place va changer de position et que ceux qui ont été exclus de la liste électorale seront réinscrits sur la liste électorale. Mais ça risque d'être une répétition tant que ce régime-là sera là, puisqu'en 2020, ils ont fait la même chose. En 2025, ils sont prêts à refaire, mais ça ne les empêchera pas de le refaire en 2030. Donc dans cette logique, progressivement, on va être exclu du jeu politique comme au Cameroun, malheureusement. Le Cameroun, c'est un cas d'école où aujourd'hui on a un parti très puissant qui est au pouvoir, et puis bon, les autres sont pratiquement inexistants. C'est comme au Togo, on a un parti très puissant au pouvoir et les autres sont inexistants. En Afrique centrale, que ce soit dans les autres pays de l'Afrique centrale, c'est la même logique. Ça veut dire que le système france-africain est en train de changer de logique compte tenu de la lutte des deux blocs. Un bloc de ceux qui se battent pour l'hégémonie globale et puis ceux qui se battent contre cette hégémonie-là pour que
On est un monde où la souveraineté des États est reconnue et où la coopération est libre entre les États qui sont supposés être égaux entre eux. C'est cette bataille des deux blocs-là, comme à l'époque de la guerre froide, où cette bataille-là a fait que quand chacun contrôle un État, il préfère le parti unique que le multipartisme, pour ne même pas laisser des chances à une quelconque concurrence venant du bloc de l'Est ou de l'Ouest en fonction du positionnement de chacun. Et donc on est en train progressivement d'aller vers cette logique-là. Donc la fenêtre d'opportunité pour nous en Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire des griffes de l'hégémonie occidentale, mais aussi sauver l'Afrique de l'Ouest, qui est dans une dynamique, mais le pilier de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ne se lance pas dans la bataille pour accompagner les autres qui se battent pour leur souveraineté, et qu'on rentre en conflit, on risque de détruire cet espoir-là qui est en train de naître en Afrique occidentale. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je dis, il est important qu'on ait une capacité d'alternance, mais aussi une politique alternative par rapport à ce qui est mené jusque-là. Donc voilà un peu ce qui justifie ma candidature. Et donc, on est en attente de l'annonce des résultats. J'espère que le débat va être réouvert, qu'il faille, comme je l'expliquais, je dis aujourd'hui, si le PPACI, le PDCI soutiennent même un perroquet, mais dans 2 mois, Ouattara ne sera plus là. Alors pourquoi ne pas choisir une solution simple que d'aller encore dans des affrontements qui peuvent nous coûter très cher sans forcément qu'au bout il y ait un résultat satisfaisant, puisqu'on a déjà l'expérience de 2020 qui est là et qui nous parle. Est-ce qu'il faut répéter ou il faut passer à une phase que j'ai dit en Russie? On a vu le grand Poutine laisser la place en second. Au Sénégal, on a vu le grand Sonko laisser la place en second. Et Poutine est revenu après comme le grand patron de la planète Terre. Donc ça veut dire qu'on peut s'effacer, mais une façon bien tactique de reculer pour mieux sauter. Et c'est ce que je propose. Je vais dire à notre leader. Et donc pour moi, je pense que c'est une opportunité de changement qu'il faut savoir saisir. Si on rate cette occasion, ben, écoute, on va vers des partis très puissants qui écrasent tous les autres partis politiques. C'est le risque que nous courons. Donc voilà un peu les raisons qui font que je pense qu'il est bon qu'on aille vers une solution où le PPACI n'est pas absent aux élections. Donc, comme c'est un dialogue, je ne vais pas monopoliser pendant longtemps la parole pour qu'on puisse échanger entre nous et qu'on puisse... Entre deux. On ne sait pas encore... bon, déjà, on attend la réponse du Conseil constitutionnel pour savoir si votre candidature sera validée ou pas, ce qu'on espère vraiment qu'elle le soit. Quel est votre projet au cas où, effectivement, le Conseil constitutionnel valide votre candidature et que, éventuellement, le PPACI ou en tout cas des personnes... le PPACI décide de se rallier, finalement, ce qui serait sage. Est-ce que vous envisagez y aller sous la coupole du PPACI ou en tant qu'indépendant avec à long terme, peut-être, je ne sais pas moi, la création d'un parti, voilà. Quelles sont les stratégies envisagées? Parce que c'est un peu délicat, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore clairs, donc on spécule beaucoup. Donc l'idée, c'est d'avoir en tout cas directement de vous, le concerné, les différents cas de figure. Voilà. Bon, vous savez, la politique, elle a son caractère prospectif, c'est ce qui est toujours intéressant. Et il faut savoir envisager les scénarios possibles. Le premier scénario, je suis toujours militant du PPACI. Comme dans tout parti politique, même les élections locales, législatives, etc., il y a souvent des candidats indépendants. Parce qu'on ne s'entend pas sur les choix des candidats, mais n'empêche que la victoire revient toujours au parti et qui l'endosse parce que bon, on cherche à gagner quand on va aux élections. Donc, si le parti ne m'adopte pas,
ben, ça veut dire que je suis dans une position où je vais en candidature indépendante. Voilà. Et donc cette candidature indépendante-là, c'est moi maintenant, ivoirien, avec son histoire face à l'électeur. Donc il faut savoir tenir un discours qui puisse captiver la population. Parce que je veux dire qu'en politique, tu as des politiciens qui tiennent des discours, mais qui n'ont aucune histoire personnelle pour soutenir ces discours-là. Moi, je suis développeur de l'art. C'est ce que je sais faire à travers le monde. C'est ce que je fais. Donc j'ai une certaine capacité de mener le développement d'un pays en étant crédible, parce que je l'ai déjà prouvé, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est le métier que je fais. Donc je suis convaincu que mon histoire personnelle et mes capacités personnelles peuvent servir de lien entre moi et le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir autour de moi des hommes et des femmes capables de dire qu'à la fin, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement, ou bien nous voulons attendre que les choses se passent d'une manière miraculeuse. Bon, si nous voulons le développement, choisissons quelqu'un qui peut nous apporter le développement. Si nous ne voulons pas le développement, le peuple est souverain, peut choisir de vivre comme il a l'habitude de le faire. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont besoin d'alternance, mais surtout d'une nouvelle politique qui va vers la souveraineté. Souveraineté monétaire, souveraineté financière, souveraineté économique et le plein emploi, puisque les deux vont ensemble. Donc, sur tous ces plans-là, souveraineté militaire, donc tous ces aspects de souveraineté-là ont pour objectif au moins d'aller vers le plein emploi, où on a des employeurs et des employés soutenus par l'État et qui sont capables de prendre en main le projet de développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu la vision que je défends, et je pense que cette vision-là, elle peut porter ses fruits si les Ivoiriens acceptent, parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir appartient au peuple, c'est à eux de décider. Et donc voilà un peu un scénario possible. L'autre scénario, c'est que le PPACI dit, bon écoutez, évitons les affrontements, parce que entre Ouattara et nous, on a toujours battu dans les urnes, mais il nous a toujours battu dans les affrontements, même quand on était au pouvoir. Donc, je vais dire, quand on fait une analyse rétrospective, il est bon d'aller sur le terrain où on est fort, c'est-à-dire le terrain électoral, que d'emprunter le terrain où on n'a pas la capacité aujourd'hui, parce qu'avant ils étaient uniquement dans le nord. Ils nous ont vaincus avec le soutien de la France. Aujourd'hui, ils sont sur toute l'étendue du territoire et ils ont le soutien de la France, des États-Unis, de tout l'OTAN. Donc, c'est encore une condition. Je vais dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indéboulonnables, mais ça nous coûtera beaucoup plus cher que si on allait tout simplement voter. Et avec le soutien du PPACI, je pense qu'on a la capacité aujourd'hui d'arracher une majorité dans les urnes. Et donc, voilà un peu ce que l'autre scénario possible. L'autre scénario aussi possible, c'est que le Front commun, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI, décident de soutenir ma candidature. Ce serait encore plus simple. C'est-à-dire, là, on est convaincu que d'ici 2 mois, eh bien, le RHDP n'existera plus. Et d'ici 2 mois, on peut s'entendre pour qu'il y ait une transition qui puisse permettre de remettre sur la scène politique nos leaders qui ont été injustement écartés. Donc tous les schémas sont possibles dans un futur proche, mais c'est des schémas qu'il faut envisager de mon point de vue. Et ça peut même pas être moi, parce que bon, moi, je vais dire, je porte une idéologie. Cette idéologie-là, elle peut être portée par, je vais dire, X, Y, Z. L'essentiel, c'est qu'on ait un projet qui nous permet de passer du multipartisme à la démocratie et d'un État dominé à un État souverain. C'est 2 objectifs stratégiques que moi j'envisage dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire sur son aspect politique, mais aussi sur son aspect de souveraineté, pour qu'on puisse emprunter le chemin du développement. Donc voilà un peu ces différents cas de figure-là qui peuvent se présenter. Espérons que nous soyons dans un cas de figure plus favorable et qu'on puisse éviter à la Côte d'Ivoire une situation de conflit. Voilà, parce que quand il y a conflit, personne ne gagne.
je veux dire, on peut arriver à des situations dramatiques. On voit la Libye, on voit la Somalie, on voit le Soudan. C'est des situations dramatiques. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une classe politique capable de faire de la prospective et de choisir le chemin le moins coûteux pour le pays. Donc je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même une classe politique, des hommes et des femmes intelligents qui soient capables de comprendre que vaut mieux emprunter une voie qui nous permette d'avoir moins de casse que d'emprunter une voie qui nous permet d'aller dans une situation qu'on ne contrôle pas. Parce qu'on pense que tout peut se faire comme au Burkina, mais tout peut se faire aussi comme au Soudan. Donc il y a tellement de scénarios, de cas de figure en Afrique que l'aventure, bon, moi je ne suis pas un aventurier, donc pour moi, quand il y a un chemin qui est raisonnable et qui est faisable et qui nous coûte moins cher, il vaut mieux emprunter ce chemin-là que d'emprunter des voies qui peuvent nous coûter très cher en aventure. Voilà un peu le projet que je défends. Okay. Tibé Kipouré, journaliste, question à deux volets. Je voulais savoir, pas extraordinaire, je dis bien pas extraordinaire, si le président Laurent Gbagbo est candidat, sa candidature est retenue, est-ce que vous retirez la tienne? La vôtre? Simplement. Est-ce que vous retirez la vôtre? Simplement. Voilà. Parce que j'estime que si Laurent Gbagbo est candidat, c'est le meilleur candidat possible qui puisse nous apporter tous la victoire. Donc l'alternance et l'alternative. C'est vraiment mon souhait. Ce n'est pas forcément ma personne, mais n'importe quelle personne capable de nous sortir de la situation dans laquelle on est. Moi, je suis favorable. Bon, je souhaite évidemment que ça soit moi, dans la mesure du possible, où Gbagbo n'est pas candidat, mais si Gbagbo est candidat, tout de suite, j'apporte mon soutien à Laurent Gbagbo. Ça, c'est clair et net. Ça, je l'ai toujours dit et je le répète tout le temps. En votre qualité de stratège politique, pour vous, quel scénario pourrait arranger la Côte d'Ivoire dans ce imbroglio-là? Pour moi, le scénario, le meilleur scénario, c'est que le Front commun choisisse un candidat qui le soutient. Et ce scénario-là, je ne dirais même pas le Front commun seulement, toute la gauche. Parce qu'on a le parti de Simone, on a le parti d'Afi, on a le parti de Blé Goudé, on a d'autres partis politiques qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une soixantaine de candidats. Bon, évidemment, tout le monde ne passera pas au filtre du Conseil constitutionnel, mais au moins ceux qui vont passer au filtre du Conseil, si le Front commun décide de soutenir X, Y, Z et de demander aux autres de s'aligner, eh bien, tous les candidats de l'opposition peuvent s'entendre sur un modèle qui puisse permettre, à court terme, c'est-à-dire d'ici 2 mois, de sortir la Côte d'Ivoire de ce guépier. Parce qu'une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, mais chacun, je vais dire au moins, a un espoir, une perspective. Et donc, cette perspective-là qui est offerte à tout le monde, elle est aussi offerte à tous les candidats possibles. Parce qu'on n'est pas obligé d'être président pour servir son pays. Moi, j'ai été DG du Bénin. Je pense que j'ai mieux servi mon pays que même des présidents d'autres pays. Je vais dire, donc, aujourd'hui, je suis vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Je sers mieux tout le continent africain que certains présidents. Donc, je vais dire qu'on peut servir vraiment à tous les postes, pourvu qu'on apporte quelque chose à son pays, à son continent et au monde. Juste une question, je ne veux pas monopoliser la parole. Vous concernant, M. le Président, la première fois, vous aviez créé un mouvement et vous étiez sorti du FPI. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des gens du PPAC disent, comme vous avez décidé de vous présenter, vous vous grillez. Est-ce que Awa Dombélé aujourd'hui est grillé politiquement? Je suis grillé comment? Parce que... ça ne grille pas mes compétences. Je continue d'être vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Je viens de Moscou, on a fait 20 jours, on a travaillé sur l'industrialisation de l'Afrique, sur le monde multipolaire. Je continue. En quoi est-ce que je suis grillé? Je continuerai là où on a besoin de moi. Mais là où on n'a pas besoin de moi, ben, je ne serai pas là, c'est tout. Donc je continuerai ma route
sur le chemin de la souveraineté pour tout le continent africain, avec ou sans la Côte d'Ivoire, avec ou sans le poste de président de la République. Parce que je sers mieux mon continent africain en étant vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Voilà, donc pour moi, être grillé, ça n'a pas de sens, parce que j'occupe des responsabilités au niveau mondial qui me permettent d'exister et de m'affirmer sur le chemin de la souveraineté du peuple africain. Je voulais intervenir, je me présente, je suis Boni Weisman, je suis ingénieur de médias, ex-journaliste à la RTI. Monsieur le ministre, ma question a 3 volets. La première partie est relative au parrainage. Alors que beaucoup d'Ivoiriens ne s'y attendaient pas, vous avez réussi à passer l'étape du parrainage. Et des Ivoiriens qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, ont réussi à vous soutenir. Quelle est votre adresse à ce stade à toutes ces personnes qui vous ont accordé leur parrainage, à qui vous n'avez pas encore eu le temps de vous adresser? Première partie. La seconde partie est relative au BRICS. Vous êtes vice-président Afrique, tout le monde le sait. Vous, l'expertise que vous avez est reconnue à l'international. C'est indéniable. Qu'est-ce que les BRICS peuvent apporter à la Côte d'Ivoire si vous êtes élu président de ce pays? Et la dernière partie est relative au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités que votre candidature soit invalidée? Voici donc les 3 volets de ma question. Merci beaucoup. Ben, je vais commencer par la dernière question. Avec ce régime, il faut s'attendre à tout. C'est pour cela même dans ma note au président de la République, j'ai proposé 2 ou 3 candidatures de précaution. Parce qu'on connaît la géopolitique mondiale, on connaît mon positionnement, ça peut être gênant pour le monde hégémonique. Et donc, on peut éliminer ma candidature. Ça, je veux dire, ce n'est pas exclu. Mais c'est pour cela que j'ai tout fait pour avoir un dossier complet, le plus complet possible, pour que j'ai au moins le droit et la raison avec moi. Et c'est l'occasion aussi de remercier tous ces Ivoiriens et qui ne m'ont même pas vu sur le terrain, parce que je ne me suis même pas déplacé sur le terrain, mais qui volontairement se sont mis à la disposition de ma candidature pour collecter en moins de 2 semaines 1% de l'électorat dans 27 régions de la Côte d'Ivoire sur 33 régions que compte la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a une attente en matière de candidature crédible pour porter l'espoir des Ivoiriens. Il y a une attente qui est réelle. Et donc je tiens à remercier tous ces jeunes-là qui se sont mis spontanément à la disposition de ma candidature et qui ont fait un travail énorme, des sacrifices énormes pour qu'en un temps record, on puisse collecter, disons, ce parrainage. Et ça, je pense que c'est là le fait, et l'analyse personnelle que je fais, c'est quoi? C'est que beaucoup de ces jeunes-là, eh bien, se sont retrouvés sur la scène politique. Et depuis qu'ils se sont retrouvés sur la scène politique, évidemment, le régime tel que nous le connaissons, qui est vraiment un parti-État, c'est-à-dire un État qui est là, qui est géré par un parti pour ses militants, à l'exclusion des autres militants. Donc ceux-là, depuis quelques quinzaines, vingtaine d'années, ils n'ont pas véritablement travaillé. Leur seul espoir, c'est qu'il y ait une alternance et une alternative qui leur offre au moins un contrat de travail qui puisse justifier au moins leur retraite. Mais passer toute sa jeunesse sans rien faire, et puis bon, sortir de la scène de l'âge d'or où on a la capacité de travailler sans avoir travaillé, c'est douloureux pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'exprime leur soutien sans faille à une candidature au moins de quelqu'un qui a son nom sur la liste électorale et qui a une histoire et une crédibilité capable d'apporter le développement à son pays. Et ça, je tiens à le souligner et à les remercier. Maintenant, quant aux BRICS, je veux dire, les BRICS, c'est d'abord une idéologie. Bon, nous, on se battait seuls dans les années 90, 2000, etc. On a réussi à prendre le pouvoir en 2000, mais malheureusement, notre volonté de souveraineté économique et même politique avec la décentralisation, tout ce qu'on avait prévu, et la réforme de l'économie au profit des Ivoiriens,
ben, ça n'a pas eu un écho au niveau de l'Occident, eh bien, il y a eu une rébellion qui s'est créée contre nous et qui nous a, qui a mis à mal la mise en œuvre de notre programme de développement. Donc, on a fait 2 ans où tous les Ivoiriens ont vu qu'on pouvait vivre sur ressources propres et on pouvait décentraliser, développer le pays d'une manière décentralisée. Tous les Ivoiriens ont vu en 2 ans ce qu'on a pu faire. Mais après 2 ans, la rébellion a freiné tout ce élan-là. On a même rétrocédé la filière café-cacao aux producteurs de café et de cacao pour qu'ils soient maîtres de leurs produits, de la plantation jusqu'à l'usine, au moins. Et même se créer même des usines pour pouvoir contrôler, je vais dire, toute la chaîne des valeurs de la filière café-cacao. Donc, ça veut dire quoi? On était dans une volonté de souveraineté économique où l'économie de la Côte d'Ivoire bénéficiait avant tout aux Ivoiriens, c'est-à-dire aux producteurs. Mais toute cette politique-là était contraire à l'intérêt des multinationales, à l'intérêt du monde hégémonique, et une rébellion s'est déclarée contre nous. Et je pense que nous devons tirer les leçons. Face à cette rébellion, au départ on pensait que c'était les Soro, on pensait que c'était les Ouattara, mais à la dernière minute on a vu le visage de la France venir avec son armée pour nous déstabiliser. Ça veut dire que tout cela, ils faisaient partie d'un jeu de scène où le monde occidental voulait prendre possession de la Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous avons assisté. Donc quand tu es face à une telle situation, quelle leçon tu tires? Tu étais seul face à un monde hégémonique. Aujourd'hui, nous avons une puissance émergente, c'est-à-dire tous les pays qui se sont débarrassés de la domination occidentale se sont retrouvés pour tracer un nouveau chemin, de nouvelles perspectives. On voit un peu le niveau d'accélération du développement de ces pays-là. Quand vous voyez la Russie, vous voyez la Chine, vous voyez l'Inde, le Brésil, etc., mais c'est des exemples qui, je vais dire, qui parlent aux Africains. Ça veut dire quoi? Une fois que vous êtes soustrait de cette domination, il faut avoir une politique qui puisse permettre d'accélérer le développement. Donc, ce que nous allons tirer des BRICS, ce n'est pas tellement ce qu'ils vont nous apporter, mais c'est les leçons et des trajectoires qu'ils ont suivies pour s'en sortir qui constituent pour nous des leçons. C'est pour dire que la souveraineté est capable de déclencher le développement si vous avez une politique conséquente qui permette donc d'aller vers la souveraineté économique. Et donc, aujourd'hui, on est enchaîné par 2 accords, les accords militaires, qui nous dépossèdent de notre souveraineté politique, dans la mesure où, si celui qui est président ne fait pas la politique de l'ancienne puissance coloniale, eh bien, l'armée coloniale vient et puis l'enlève. Donc, vous ne pouvez pas parler de souveraineté tant que sur votre sol vit votre agresseur permanent. Voilà, donc on ne peut pas accepter que notre agresseur soit notre gardien. Donc ça, c'est des accords qu'il faut tout de suite annuler pour qu'on soit souverain et qu'on puisse protéger aussi cette souveraineté-là en ayant des partenaires qui ne sont pas des prédateurs. Parce que souvent, quand on parle d'alliance avec la Russie sur le plan militaire, on dit ah, tout de suite, il y a un colon qui va venir remplacer un autre colon. Je leur dis toujours, la Russie a libéré l'Europe, mais l'Europe n'est pas devenue une colonie russe. Au contraire, c'est devenu une colonie américaine, entre guillemets. C'est comme si la Russie a libéré la Chine, mais la Chine n'est pas devenue une colonie russe. Donc, il y a des peuples qui ont des idéologies fortes et qui veulent que le monde entier puisse épouser ces idéologies. Et ils se donnent les moyens et la solidarité nécessaire pour que cette idéologie-là vive. Non pas parce qu'ils nous aiment, mais parce que plusieurs personnes épousant la même idéologie, eh bien c'est beaucoup plus facile qu'une seule personne qui peut à tout moment être écrasée par le monde hégémonique qui ne veut pas de souveraineté, d'État souverain. On a vu la guerre en Ukraine, comment ils sont tombés ensemble sur la Russie pour vouloir détruire la souveraineté russe. Mais on a vu, comme par surprise, que c'est ceux qui se sont auto-détruits. Parce que le stratège Poutine, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il prépare son affaire, parce qu'il savait que là où les Occidentaux allaient, c'était contre la souveraineté de la Russie. Donc, ce qu'on peut tirer des BRICS, c'est d'abord leur idéologie.
Et ce qu'on peut tirer des BRICS, c'est la solidarité d'un nouveau monde qui est en train de se créer. Et donc cette solidarité-là, ben, c'est ce qui se manifeste au Burkina, c'est ce qui se manifeste au Niger, c'est ce qui se manifeste au Mali, c'est ce qui se manifeste en Iran, c'est ce qui se manifeste un peu partout dans le monde où il y a une solidarité vis-à-vis des pays qui veulent se prendre en charge. Et donc cette solidarité permet de construire un système de défense et de sécurité, au moins pour garantir la souveraineté. Et un système de défense. Imaginez-vous que depuis qu'on a signé l'accord de coopération militaire en 61, on ne sait même pas encore fabriquer une balle de fusil. On ne sait même pas fabriquer un fusil. Mais c'est quand même aberrant. Et donc aujourd'hui, il faut aller vers une souveraineté militaire où au moins on est capable de fabriquer nos fusils, nos balles et nos chars. Au moins ça, c'est le minimum. Et avoir un système qui permet au moins d'avoir une visibilité sur l'occupation de notre espace maritime, notre espace terrestre et puis notre espace aérien. Au moins ça. Et donc c'est le minimum qu'il faut avoir parce que quand vous êtes dans une logique de bataille pour la souveraineté, l'Occident hégémonique utilise deux armes. L'embargo sur les armes, pour vous désarmer, pour armer votre adversaire. Et puis le gel de vos affaires pour financer les armes qu'il donne à votre adversaire. Donc c'est les deux armes. C'est ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire. On a vu l'embargo sur les armes et on a vu le gel des avoirs de la Côte d'Ivoire. Mais c'est les deux instruments qu'ils utilisent. Mais si vous n'êtes pas capable de produire des armes dont vous avez besoin pour vous défendre, un embargo, ça vous frappe tout de suite. Et donc vous devenez impuissant face à l'ancien. Donc la souveraineté militaire est quelque chose d'important. C'est comme la souveraineté monétaire. Aujourd'hui, on utilise des billets, des CFA, des monnaies, etc. Mais ce n'est même pas nous qui les fabriquons. C'est notre ancienne puissance coloniale qui les fabrique. Mais si nous avons une politique qui va contre eux, ben, ils ne nous donnent plus de billets de banque, vous pouvez avoir des milliards sur votre compte. Vous n'avez pas accès à ces ressources-là. Et même les banques qui vous donnent des cartes de crédit, c'est des banques françaises qui utilisent le système SWIFT. Si on vous ferme ça, ben, aucune transaction financière n'est possible. Donc on a une souveraineté monétaire à construire. On a une souveraineté financière à construire. Aujourd'hui, notre épargne, c'est dans les banques françaises. C'était au Trésor français. Maintenant, ils ont sorti ça pour les banques françaises. Notre réserve en or, c'est où? Notre réserve en or, c'est à la Banque de France. Comment voulez-vous avoir une souveraineté monétaire si tous les leviers qui vous permettent de frapper monnaie, donc de créer de la monnaie pour, disons, accorder du crédit à vos employeurs ou même aux employés, ben, si vous n'avez pas cette capacité-là, vous ne pouvez pas être souverain. Donc la souveraineté monétaire permet d'envisager une souveraineté financière. La souveraineté en matière de gestion de nos réserves en or nous permettent d'avoir une capacité de financer notre économie. Et donc tous ces instruments-là, nous devons nous l'approprier comme les pays membres des BRICS nous enseignent. Voilà, aujourd'hui, vous avez en Russie, mais 80% de leur or qui est produit sur le territoire russe appartient en priorité à la Banque centrale russe. Les Chinois sont en train d'acheter de l'or partout pour faire de l'or un levier de leur monnaie. Et donc aujourd'hui, tous les pays savent que la vraie monnaie, ce n'est ni le dollar ni l'euro, mais c'est l'or. Voilà, et donc tout le monde, alors que nous, on a de l'or à profusion. La Côte d'Ivoire est une puissance aurifère incroyable. Mais qu'est-ce que nous en faisons? On signe des contrats de concession à telle entreprise qui vient ramasser, qui nous donne 5%, 10% quand ils sont trop généreux, et puis le reste qui va avec. Mais l'or, les Africains produisent de l'or depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on ne va pas venir nous apprendre à produire l'or, on sait le faire. Tous les chapeaux de nos rois et les chaînes qu'ils portent sont en or. Mais ce n'était pas les Français qui venaient exploiter l'or en Afrique, c'était les Africains. Donc on connaît comment on travaille l'or. L'essentiel, c'est d'avoir des technologies modernes pour être plus rentable, plus efficace. Mais ces technologies-là, on a des enfants qui sont partis à l'école, qui les maîtrisent parfaitement.
Donc, on a la capacité, mais pourvu qu'on ait les moyens financiers. Et ça, c'est la souveraineté monétaire et financière qui nous apporte ces moyens financiers-là pour prendre en charge notre projet de développement. Et donc, je vais dire, c'est une solidarité des BRICS au niveau sécuritaire, mais aussi c'est une solidarité au niveau du partage des expériences. J'étais tout dernièrement en Russie. Le thème central, c'était quoi? Comment industrialiser l'Afrique? Parce qu'on avait proposé au sein de l'Alliance internationale des BRICS qu'il y ait une promotion pour qu'on interdise, je vais dire, l'exportation des matières premières sans être transformées sur le sol africain. Et donc, pour eux, c'était une décision, enfin, une proposition séduisante. Mais techniquement, il fallait voir la mise en œuvre. Mais quand le comité d'experts s'est réuni, il dit, mais chez vous, là, le courant coûte 5 fois plus cher chez vous que chez nous. Mais si on produit le chocolat en Côte d'Ivoire, il coûtera trop cher. Parce que votre courant, il coûte exagérément cher. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour... C'est là qu'on comprend qu'au stade actuel des coûts de production, il est même plus simple de produire le chocolat en Russie que de le produire en Côte d'Ivoire parce que l'électricité coûte cher. Le carburant, alors là, n'en parlons pas. En Russie, le litre de carburant, c'est autour de quoi? 5 cents, c'est-à-dire 250 000 francs le litre. Au grand maximum, en Côte d'Ivoire, on a 800 francs CFA le litre. Ça veut dire quoi? 3 fois plus cher. Mais une industrie, c'est d'abord la logistique. C'est-à-dire, c'est le transport des matières premières, le transport des produits finis. Mais si le carburant coûte cher, vous n'êtes pas compétitif. Votre chaîne logistique n'est pas compétitive. Alors le coût du crédit, alors là, n'en parlons pas. Vous allez à une banque, vous avez des taux de crédit qui vont jusqu'à 16-17%. Et puis, bon, en Chine, vous avez des crédits de 2-3%. Donc, vous n'êtes pas compétitif sur le plan de votre système de crédit, c'est-à-dire sur le plan bancaire. Sur le plan des télécommunications, c'est la même chose. Un cellulaire fixe, c'est-à-dire le Wi-Fi, là, mais en Chine ou en Russie, ça ne coûte rien du tout. Mais en Côte d'Ivoire, les fibres optiques, c'est inaccessible, pratiquement. Donc, les coûts de production sont trop élevés. Alors, le dernier élément qui m'a vraiment frappé, c'est que 1 heure de travail d'un Russe équivaut à 3 heures de travail pour un Ivoirien. Ça veut dire que notre productivité est très basse. Donc, lorsque vous avez une productivité très basse, il est bien évident que vous n'êtes pas compétitif au niveau international. Donc, tous ces éléments-là constituent les freins au développement industriel, à telle enseigne que dans le contexte actuel, il est plus cher de produire des produits finis en Afrique que de les produire en Chine ou en Russie. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut revoir l'ensemble des coûts de facteurs. Notre électricité ne nous appartient pas. Donc il faut revoir ça. Notre système de communication ne nous appartient pas. Il faut revoir ça. Notre pétrole, on produit du pétrole brut, on exporte, et on s'en va acheter des produits raffinés, produits par Total, pour alimenter nos véhicules. Mais évidemment, ça va coûter cher. Notre gaz pour produire de l'électricité, eh bien, on l'a concédé, et on nous vend notre gaz comme si on achetait ça sur le marché international. Donc voilà toutes les aberrations de notre système. Notre eau, c'est la même chose. Donc tous ces éléments de coût-là, eh bien, nous devons les maîtriser et les mettre au service du développement. Et donc ça veut dire que nous avons du chemin à faire sur la route de l'industrialisation. Donc voilà des choses que les BRICS peuvent apporter, c'est-à-dire des échanges, des éclairages, pour que nous-mêmes on prenne conscience de nos faiblesses face à une politique que nous voulons mettre en œuvre. Mais quand je suis sorti de là, je savais au moins ce qu'il faut faire pour avoir des coûts de facteurs compétitifs au niveau international. Donc c'est des expériences, c'est des partages d'expériences. Et ils sont prêts à mettre à notre disposition la technologie. C'est-à-dire former les experts. Parce que notre système d'éducation a ce défaut-là. On forme des diplômés, mais on ne forme pas des qualifiés.
Et donc chaque année, on sort 500 000 diplômés de notre système. D'autres sont ingénieurs, d'autres sont pharmaciens, d'autres sont ceci, cela, comme mécanique, électricité, électromécanique, mais ils ont appris ça au tableau. Tu les mets devant même une ampoule, même pour changer, ils auront des difficultés. Parce qu'ils n'ont jamais pratiqué. Comme nos ingénieurs mécaniques. Bon, ils savent décider comment le moteur fonctionne au tableau, mais tu les mets devant une panne de véhicule même, ils seront incapables de savoir d'où vient la panne. Donc voilà, on forme des diplômés, mais on n'a pas de personnel qualifié. Donc tous ces systèmes-là, ils sont prêts, eux, à apporter, à mettre à notre disposition ces instituts-là, et même à nous aider à construire ces instituts-là, pour qu'on puisse avoir des gens qui soient diplômés et qualifiés pour apprendre en main le projet. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre d'eux, surtout en matière d'acquisition de la technologie. Aujourd'hui, on va vers les 5G, on va vers l'intelligence artificielle. Il faut qu'on maîtrise tous ces instruments-là qui sont à notre portée. On va vers le nucléaire. Bon, là, j'ai vu qu'il y a un Ivoirien qui est dans le nucléaire. Ici, on va vers ces nouvelles formes d'énergie-là qui sont beaucoup plus puissantes que les énergies classiques que nous utilisons. Donc, il faut aller vers ces technologies avancées pour qu'on puisse avoir suffisamment d'énergie, qu'on puisse avoir la technicité nécessaire pour maîtriser notre développement économique. Et ça, avec eux, eh bien, nous pouvons facilement développer des coopérations pour les acquérir. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est comme sur le plan financier, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, en termes de solidarité et d'investissement, trouver des moyens pour être souverain scientifiquement, techniquement, économiquement et être compétitif sur le marché international. Merci, monsieur le ministre. Merci. Allez-y. Je voulais compléter sa question par rapport au BRICS, en fait. C'est possible, oui. Si vous permettez. Oui. Vous disiez tout à l'heure, au début de vos propos, que vous n'êtes pas obligé d'être à la tête de la Côte d'Ivoire pour servir la Côte d'Ivoire. Demain, je touche bois, si vous n'êtes pas aux manœuvres, est-ce que la Côte d'Ivoire... Celui regarde ici. Monsieur Mounion. Oui. On regarde l'objectif. Une dernière. Ouais. Collins. Ah, il est parti. Ok, c'est bon. Monsieur le ministre, ne partez pas. Alors, une dernière question. Nous sommes le jour J. Le Conseil constitutionnel vous proclame candidat. Je suppose que c'est ce jour. Vous venez d'apprendre la nouvelle. Vous voulez vous adresser aux Ivoiriens en temps réel. Quel sera votre appel à cet instant précis où vous attendez que votre nom est sur la liste des candidats qui sont prêts à concourir? Quel sera votre appel à toute la Côte d'Ivoire? Quel sera votre appel aux partis de l'opposition? Quel sera votre appel même aux militants du RHDP, à toute la Côte d'Ivoire réunie? C'est la question à laquelle je voulais vous soumettre. Eh bien, la Côte d'Ivoire est, comme d'ailleurs le monde, à un tournant important de son histoire. Et le monde est en train de changer depuis l'avènement des BRICS qui ont porté en avant l'idéologie de la souveraineté des États et des mondes multipolaires. Nous avons là l'unique chance de faire passer notre pays de pays dominé à pays souverain. Nous devons saisir cette occasion parce que c'est la seule occasion d'emprunter le chemin du développement, c'est-à-dire comment transformer nos matières premières en produits finis, comment passer d'une économie de type matière première à une économie de type matière grise pour qu'on aille progressivement vers le plein emploi et qu'on puisse financer véritablement en étant financièrement indépendant, militairement indépendant, qu'on ait la capacité de financer notre développement par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Évidemment,
Évidemment, cela n'exclut pas une solidarité internationale parce que nous avons besoin de technologies pour tous ces jeunes qui sortent des écoles et qui ont des diplômes mais qui ont besoin de qualifications réelles. Et il faut que ces technologies-là, on puisse aller les chercher partout dans le monde, là où nous avons la meilleure technologie possible dans un domaine. Si c'est aux États-Unis qu'on trouve les meilleurs producteurs d'intelligence artificielle ou en Chine, ben, il faut aller les chercher là-bas. Si c'est en Chine qu'on trouve les meilleures industries dans le développement, ben, il faut aller les chercher. Partout où on peut les chercher, même en France. Donc vous appelez les Ivoiriens à vous rejoindre. Et donc j'appelle l'ensemble des Ivoiriens à emprunter une nouvelle voie. C'est-à-dire que nous devons aller vers une alternance politique qui débouche sur une véritable alternative politique, économique, sociale et culturelle pour notre continent. Vous garantissez une Côte d'Ivoire prospère, unie et souveraine. Il est bien évident que pour moi, le premier levier le plus important, c'est la souveraineté monétaire, souveraineté sécuritaire, et que le deuxième levier, c'est la politique de développement. Et ça, c'est mon métier. Je le fais partout dans le monde, et donc je suis prêt à le faire aussi pour mon pays. Et c'est pour cela que j'invite l'ensemble des Ivoiriens à comprendre l'essence de ma candidature et aussi la direction dans laquelle je veux qu'on parte actuellement pour le développement de la souveraineté et du panafricanisme. Je vous en prie. Merci, monsieur le ministre. Merci.